Vous regardez Burkina Info, merci de votre constante fidélité à nos programmes. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui déroule le tapis rouge aujourd'hui au maire de la commune de Arbinda. Arbinda dans le Soum, une commune qui a été à plusieurs reprises attaquée du fait du terrorisme. On en reparlera donc longuement aujourd'hui, les déplacés internes, la situation économique de la ville. Nous avons donc le maire avec nous. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ismaël. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Comment va le maire de la commune de Arbinda? Bien que mal. Bien que mal, pourquoi? Parce que nous flottons dans le Burkina. Tantôt c'est à Arbinda, tantôt c'est à Dori, tantôt c'est à Kaya, tantôt c'est à Ouagadougou. Ça veut dire que vous êtes un maire qui ne peut pas vivre chez lui alors? Il ne peut pas vivre chez lui, c'est trop dit, mais qui prend des distances pour sa propre sécurité. Parce qu'il faut vivre pour administrer. Voilà. Et vous, aujourd'hui, vous n'avez pas le sommeil tranquille visiblement quand on vous écoute? Pas totalement. Voilà, je ne peux pas avoir le sommeil tranquille parce que à chaque fois, je me dis qu'il y aura quelque chose qui va se passer au niveau d'Arbinda, quel que soit là où je suis, que je sois à Arbinda. Et je me dis que je ne vais pas me réveiller ou la population ne va pas se réveiller. Si je suis ailleurs aussi, c'est pareil. Donc, je ne peux pas avoir un sommeil profond. Alors, est-ce que vous craignez pour votre vie ou bien la vie des habitants de Arbinda? Je crains pour les deux. Parce que je suis en train d'échanger avec vous, c'est parce que je vis. Voilà, je crains aussi pour la population. Raison pour laquelle, de temps en temps, je ne suis pas à Arbinda. Parce qu'il se pourrait que pour ma simple personne, pour juste vouloir me prendre, la population peut subir assez de dommages. Voilà, c'est pour ça qu'on s'éclipse, ce n'est pas pour une autre raison. Quelque part, c'est pour mettre en sécurité la population. Alors, si on a besoin de toi. Être maire d'une commune en insécurité permanente, ça veut dire tout simplement que vous êtes un maire spécifique? Très spécifique. Spécifique parce que vous êtes entre le marteau et l'enclume. Vous avez le devoir d'administrer, le devoir de booster le développement, le devoir de sécuriser. Et en même temps aussi, vous devez vous sécuriser. Donc vous êtes entre le marteau et l'enclume, la population a des besoins. Les terroristes de l'autre côté vous en veulent. Donc c'est spécifique. Alors, commune Arbinda, vous êtes le maire. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, si je savais que j'allais me retrouver dans un tel bourbier, je n'aurais pas fait acte de candidature? Oh non. Pas si je savais que j'allais être dans ce bourbier. Voilà, parce que c'est notre chance tout de suite. Nous n'avons pas demandé, nous ne le souhaitons pas, nous ne l'avons pas souhaité. Voilà, mais je pense que c'est là aussi nous devons faire acte de courage, assumer nos responsabilités et relever les défis. Voilà, je pense que c'est une grande page de l'histoire du Burkina et particulièrement d'Arbinda. À telle période, quand il y avait le terrorisme, il y avait telle personne qui était là. Voilà ce qu'elle a pu faire, voilà ce qu'elle n'a pas pu faire. Parce qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes. Est-ce que le conseil municipal de Arbinda vaut quelque chose aujourd'hui, monsieur le maire? Vaut quelque chose, c'est-à-dire? Concrètement, est-ce que vous arrivez à tenir vos sessions? Est-ce que le quorum est atteint? Est-ce que les conseillers municipaux des villages environnants arrivent à venir pour les sessions et autres? Ça, ce n'est pas uniquement Arbinda. Mais parlons de Arbinda, parce que vous êtes de Arbinda, vous êtes le maire de cette commune. Mais c'est-à-dire que si on circoncis uniquement Arbinda dans ce domaine, parce que le conseil municipal au niveau de toute la région du Sahel, particulièrement au Soum, c'est difficile de tenir les sessions. Mais nous les tenons parce que le code l'exige, les collectivités l'exigent pour faire passer les budgets. Donc, lorsque nous le tenons, nous faisons tout pour qu'au moins le quorum puisse être atteint. Voilà. Depuis le début des événements, combien de conseillers municipaux de Arbinda ont été tués? Je pense que nous avons enregistré autour de 5 conseillers qui ont été assassinés par les terroristes. Et comment ça se passait généralement? C'est quand ils veulent venir aux sessions du conseil municipal ou bien ils sont dans un village, ils veulent rejoindre Arbinda pour une session?
Il y a certains d'entre eux, ils ont été abattus pas en venant à une session ou bien en retournant d'une session. C'est à domicile, ils ont été ciblés. Il y a d'autres aussi, c'est lors de la fin d'une de nos sessions. Une fois qu'il est rentré chez lui, particulièrement le conseiller de Bossé, c'est après juste notre session, il est rentré vers 19h chez lui. Voilà, il a été accueilli chez lui, devant sa famille, il a été assassiné. Et comment vous avez vécu ces moments-là, vous en tant que maire de cette commune? Très difficile. Très difficile. Parce que en dehors de conseillers avec lesquels vous travaillez étroitement, et même si c'est un membre de la population, lorsqu'on vous dit qu'il a été assassiné par des terroristes, c'est du froid. Voilà, n'en parlons pas d'un conseiller, voilà, qui est un responsable d'un village, qui représente son village dans tous les domaines, voilà, qui participe au niveau du conseil municipal au nom de son village. C'est un collègue, parce que le maire, avant tout, c'est un conseiller. Voilà. Est-ce que depuis lors-là, les conseillers vous disent « nous avons peur pour notre vie », vous qui êtes le maire, vous êtes permanemment appelé régulièrement pour qu'on vous fasse comprendre la situation précaire dans laquelle se trouve? Les conseillers, ils n'ont pas besoin de dire, hein. Ils l'ont dit, parce que les conseillers étaient une cible. Voilà, quand cette histoire a commencé, les conseillers étaient une cible, les collègues étaient une cible, les maires étaient une cible, les chefs religieux étaient une cible, les chefs coutumiers étaient une cible. Donc il y a eu un moment, même si vous vous retrouvez dans un groupe, tu ne souhaiterais pas qu'on t'appelle conseiller. Tu préfères qu'on appelle ton nom, mais pas conseiller. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, chacun se cherchait et chacun ne voulait pas qu'on dise son nom. Donc les conseillers avaient peur. Parce que tout le monde était ciblé. À quel moment? Ça, c'est le point d'interrogation. Est-ce que certains conseillers vous ont dit pourquoi ils étaient particulièrement ciblés par les terroristes au niveau de la commune de Arbinda? Non, mais personne n'a la chance de savoir qu'elle est ciblée. Voilà. Si tu sais que tu es ciblé, là, tu peux avertir. Mais généralement, on a toutes les informations par rapport à tes mouvements. On a toutes les informations par rapport à tes allers-retours. Voilà. Donc, on vient du coup, par surprise, on te prend. Vous avez dit Kaya, Ouagadougou, Dori, Arbinda. Vous avez cité 4 localités. Vous, aujourd'hui, chaque fois quand vous prenez la route, vous vous dites peut-être que c'est le dernier voyage que je vais effectuer? Je l'ai dit. Sérieusement? En toute honnêteté. Je l'ai dit. Je prends tous les renseignements nécessaires par rapport à la voie, par rapport à l'accessibilité de là où je suis en train de partir. Je prends tous les renseignements nécessaires auprès de qui de droit avant d'emprunter la voie. Même si je dois aller à Kaya, je me renseigne d'abord avant de prendre la voie. N'en parlons pas de Douri, n'en parlons pas de Libinda. Même à Ouagadougou, vous n'avez pas le sommet tranquille, on dirait. À Ouagadougou, je n'ai pas le sommet tranquille. Alors que Ouagadougou est censé être quand même la zone la plus sécurisée, même si la capitale a aussi été touchée quand même. Monsieur Ismaël, ça c'est vous qui le dites que Ouagadougou est plus sécurisé. Il dit semble être. Semble. Voilà, parce que quand même Ouagadougou aussi a été à 2 reprises ou 3 reprises touché. 3 reprises pratiquement. À Ouagadougou, moi je ne suis pas épargnant. Le temps que j'ai fait à Ouagadougou, j'ai été ciblé 3 fois. Étant à Ouagadougou? Étant à Ouagadougou. J'ai reçu la visite de ces gens 3 fois à domicile. À Ouagadougou ici? À Ouagadougou ici. Oui, expliquez-nous comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Ils sont venus chez vous à domicile? Vraiment, ils sont venus identifier le bâtiment où je suis logé. La deuxième fois, ils sont venus prendre des photos. La troisième fois, ils sont venus armés. Et tout récemment, le 18 septembre, avant la proclamation des résultats par rapport aux listes législatives, parce que je fais partie du MPP, j'étais candidat. Les résultats devaient sortir au niveau de notre bureau politique le 22, si j'ai bonne mémoire. Le 18, j'ai reçu une visite. Et quand ils viennent, vous voyez ou bien vous les voyez à distance? Comment ça se passe concrètement? Expliquez-nous. Bon, je ne pense pas si c'est l'occasion d'expliquer comment ça se passe, parce que c'est pour même quand je suis sorti de votre maison, je suis suivi. On ne souhaite pas que vous soyez suivi. Voilà, on ne le souhaite pas. Oui. Mais je veux dire, est-ce que vous avez porté plainte? Non, c'est le genre de truc, tu vas porter plainte contre qui? Mais contre X, la gendarmerie ou la police, vous aurez dû les saisir? Non, on les a saisis. Moi, personnellement, j'ai saisi toutes les fois la gendarmerie ou les forces de défense de sécurité qui sont à côté ont été saisies.
Je pense que quand ils sont venus, pour la troisième fois dont j'ai dit ils étaient armés, c'était à 3 h du matin. Voilà. Heureusement, il se trouvait que dans le quartier dans lequel je vis actuellement, je suis bien intégré. J'ai une bonne communication avec la jeunesse. Donc, c'est les jeunes qui ont travaillé à ce que ça ne puisse pas arriver. Nous avons appelé la police qui était à côté. Nous avons appelé le BAC. Nous avons informé la gendarmerie. Je pense que ce problème a été résolu plus tard. Je préfère dire ça comme ça. Le problème a été résolu voilà plus tard. qui est clair. Alors, revenons donc sur la situation de la commune de Arbinda. Comment vous expliquez que Arbinda ait été attaquée à plusieurs reprises? On se demande, mais qu'est-ce que Arbinda représente pour que les terroristes veulent coûte que coûte faire tomber la localité de Arbinda? Bon, il faut reconnaître que Arbinda, stratégiquement, sur le plan géographique, Arbinda, c'est des axes stratégiques. Hein. Si vous prenez un peu la configuration d'Arbinda au niveau du Sahel, je ne parle pas de la province du Soum, du Sahel en général, Arbinda est à 100 km du chef-lieu de la région, qui est Dori, à 94-95 km du chef-lieu de la province de Soum, limité par beaucoup de communes. Voilà. Si vous prenez à l'est, nous avons la commune de Gorom. Si vous prenez un peu à l'ouest, vous avez la commune de Kelbo et puis la commune de Tangmaël. Nous possédons les frontières, si je peux le dire ainsi, parce que nous sommes au Burkina, il y a une seule frontière. Si vous prenez au nord, vous avez la commune de Koutougou. Si vous prenez au sud, vous avez là toutes presque les communes du Namantenga et puis du centre-nord. Il y a Barsalgo, nous faisons frontière avec Barsalgo, nous faisons frontière avec Pensa, nous faisons frontière avec Bouloumbouloum. Et un peu au sud-est, il y a la commune de Gorgadji, qui relève de Dori, je pense. De Dori. Voilà. Vous voulez dire que vous êtes dans un point... C'est un carrefour. C'est un carrefour, en fait. C'est vraiment un carrefour. Économiquement parlant, est-ce que vous voulez dire que Arbinda est tellement fort que les terroristes se disent que s'ils arrivent à récupérer Arbinda, c'est une bonne affaire pour qu'ils puissent toucher pratiquement tous les villages environnants et autres? Je ne parle pas d'économiquement, mais stratégiquement, s'ils prenaient Arbinda, il faut être sûr que toute la province du Souma serait sous leur emprise. La région la province de Loudala serait facilement prise. Dori serait accessible. Il y a eu un moment, aux premiers événements de ces problèmes sur Omega, j'avais interpellé que si nous ne faisons pas attention, Ouagadougou serait pris. Parce que tout simplement, Kaya, avec la situation que nous voyons, Kaya est à leur portée. Avec les frontières, les communes avec lesquelles nous partageons, si Arbinda est pris, automatiquement, Kaya, c'est facile. Et nous l'avons vu au fil des événements. Stratégiquement, Arbinda les permettait vraiment d'anéantir beaucoup de provinces. Et ils allaient avoir à leur guise beaucoup de communes. Plusieurs fois, donc, Arbinda a été attaqué. Plusieurs fois. Et chaque fois, quand il y a eu une attaque à Arbinda, il y a eu toujours la riposte qui vient des forces de défense et de sécurité. Tout à fait. Ça, je remercie les forces de défense qui ont été amenées à Arbinda, particulièrement la gendarmerie et puis les militaires. Et je pense que ces résultats, c'est avec la conjugaison de tout le monde. C'est vrai que c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui font face au danger, mais c'est avec aussi la conjugaison des efforts de tout le monde par rapport à l'information. Voilà. Nous ne sommes pas à côté, peut-être 2 fois, mais lorsque ça arrive, nous avons l'information, nous avons des alertes, nous les donnons les informations et nous sommes sur le qui-vive. Alors, l'histoire de ce mois de décembre 2019, on se rappelle, hein, tôt le matin du 25 décembre, des femmes qui avaient été donc assassinées, il y a eu la riposte. Ça a été l'une des attaques les plus barbares, les plus inhumaines que le Burkina ait jamais connues. Tuer une trentaine de femmes, une offensive qui n'avait vraiment pas de quoi se défendre. Comment vous avez vécu ces moments-là en tant que maire de la commune de Arbinda? Bon, tous les événements qui se sont passés, que ce soit les femmes avant, toutes les attaques qui se sont passées, c'était douloureux. Voilà.
C'est ce que j'avais dit auparavant. C'est douloureux parce que ces gens, ces personnes qui ont été tuées, il faut se dire qu'à Arbina, c'est une famille. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas ton parent. Et même s'il n'y a pas ton parent, dans tous les cas, en tant qu'administrateur, c'est un de tes administrés. Voilà. Donc, tu ne peux que compatir parce que tu ne peux rien faire. Donc, c'était des moments très, très douloureux. Nous avons tous crié où il le faut. Mais si je parle un peu par rapport à ce que vous voulez dire, c'est la particularité que c'est les femmes. Répondre à la question pourquoi c'est les femmes qui ont été des cibles, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est très difficile de cerner pourquoi uniquement les femmes. Mais moi, je dirais parce que tout simplement, à chaque fois qu'ils voulaient venir à Rebinda, ou bien à chaque fois qu'ils venaient à Rebinda, c'était un échec pour eux. Donc, il n'y avait pas de cible, il n'y avait pas de choix de cible. Il fallait faire le massacre autant qu'on le peut, quelle que soit la personne qu'on rencontre. Il y a des femmes qui ont été trouvées dans des trous d'or et qui ont été criblées de balles. Il y a une femme qu'on a amenée ici à l'hôpital Tenganagro où elle a été hospitalisée. Voilà. Des femmes trouvées dans des trous d'or. Je ne comprends pas. Expliquez-nous concrètement. La femme était dans un trou d'or, mais les touristes savaient que la femme était là-bas. Il a canardé. Elle a perdu... elle a été amenée ici, à l'hôpital Tenganagro. Nous sommes partis la voir. Elle a été vraiment touchée aux parties génitales. Elle avait son bébé. Heureusement, son bébé, rien. Son bébé n'a pas été touché. Elle était enceinte? Non, elle avait son bébé. Elle avait son bébé sur elle. Dans le trou d'or? Dans le trou d'or. Alors, donc vous voulez dire aujourd'hui que même les sites d'orpaillage autour de Arbinda sont des cibles prioritaires apparemment pour ces bandits-là? Bon, actuellement là où je vous parle, ce n'est pas des cibles, mais c'est devenu presque leur site. Parce que nous savons qu'il y a des sites aurifères où eux-mêmes ils opèrent. C'est-à-dire, quand je dis ils opèrent, ils sont en train de travailler sur ces sites d'or. Alors, est-ce qu'il y avait à un moment donné un objectif économique derrière? Quand on vous écoute attentivement, on veut chasser les populations locales pour récupérer les espaces pour pouvoir exploiter l'or artisanalement parlant. En tout cas, je dirais que le sous-sol d'Arbinda est très riche. Mais je n'ai aucune preuve matérielle ou scientifique pour le déterminer. Ce que je sais, en matière d'or, Arbinda est très fourni, le sous-sol est très fourni en matière d'or. Parce que parlant uniquement des sites artisanaux, nous n'avons pas plus de moins d'une dizaine de sites. Tout autour de Arbinda? Tout autour d'Arbinda, oui. Pas le village d'Arbinda, mais c'est dispersé sur l'ensemble de la commune d'Arbinda. C'est difficile d'aller à une cinquantaine de kilomètres sans qu'il y ait un site aurifère où les gens sont en train d'exploiter. Nous regorgeons près d'une dizaine, c'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Et la société minière de Belhora qui exploitait en son temps Inata, qu'on aimait dire, ça relève de la zone d'Arbinda aussi. Voilà. Parce que si vous voyez, c'est la société minière de Belhora. Belhora, c'est un village de la commune d'Arbinda. Et je pense que si l'exploitation devait continuer, je pense bien dans leur expansion, au niveau d'Arbinda, il y avait vraiment une bonne quantité d'or à exploiter. Alors, face aux multiples attaques, il y a eu ce qu'on appelle la résilience et notamment la mise en place d'un système d'autodéfense. Au niveau de Arbinda, on a l'impression que vous avez anticipé même avant l'arrivée des volontaires pour la défense de la patrie. Si je peux le dire, en tout cas, nous avons anticipé parce que, je l'ai dit, je l'assume. Bien avant l'histoire des autodéfenses, je pense que dès les premières attaques au niveau de notre commune, nous avons touché les uns et les autres pour voir comment nous accompagner, pour que nous assumions notre propre sécurité. C'est vrai, il y a les FDS, mais les FDS seuls ne peuvent pas. Parce que tout simplement, un gendarme ou un militaire qu'on envoie à Arbinda, il a l'œil, mais il ne sait pas, il ne connaît pas le milieu. Voilà. Et nous pensions que c'est nos enfants, nos frères, voilà, nos tontons, ils connaissent mieux le milieu que quiconque. Et je pense que s'ils arrivaient à avoir une formation de base, ils pourraient accompagner les FDS et il y aura des résultats probants. Et je pense que c'est dans cette dynamique, nous avons envoyé un certain nombre de jeunes qui ont été formés ici, une quarantaine, une cinquantaine si je peux le dire, bien avant l'histoire de VDP dont le président du FASO a voulu. Nous avons formé assez de jeunes qui sont partis sur le terrain et qui ont travaillé et qui travaillent avec les FDS. Je pense que c'est l'une des raisons qui a permis, voilà, de faire échouer
assez d'attaques au niveau d'Arbinda. Donc à Arbinda, ça veut dire que la zone, il y avait des checkpoints que les jeunes l'avaient déjà créés avant même qu'on ait les volontaires pour la défense de la patrie. Tout à fait. C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. J'ai dit, nous avons fait venir des jeunes, près de 50 jeunes. Et lorsqu'ils sont répartis, ils travaillent main dans la main avec la gendarmerie. Donc, au moins, il y a eu des checkpoints qui ont été faits sur toutes les collines. Bon, je ne devais pas le dire. Voilà, mais il y a eu des checkpoints quand même qui sont faits. Et je pense que nous avons une vision sur l'ensemble de la situation géographique. Si vous prenez Arbinda de l'est à l'ouest avec les checkpoints qui ont été faits, c'est difficile que quelqu'un puisse rentrer sans qu'on ne l'aperçoive. Voilà. Et la question de la rémunération de ces jeunes finalement? Ça vraiment, je veux répondre, peut-être certaines personnes, ça ne va pas les plaire. Voilà, je pense qu'après le décret par rapport à la mise en place des VDP, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été dites par rapport à la prise en charge des volontaires. Mais jusqu'à présent, nous ne le voyons pas. Vous ne le voyez pas? Oui. Les volontaires au niveau d'Arbinda, je ne pense pas, jusqu'à l'heure où je vous parle, ils ont reçu quelque chose par rapport à leur fonctionnement. 0 francs? 0 francs. Nous avons perdu des volontaires. Là aussi, nous ne pensons pas s'ils ont été dédommagés par rapport au décret qui a été pris sur les VDP. Bon, par rapport à tous ces... Bon, comme je l'avais dit, nous avons pris l'engagement d'assumer notre sécurité. Ça a un coût. Voilà. Nous ne pouvons pas attendre de l'État, même si l'État a dit. Donc, je pense que depuis qu'on a commencé ces actions, le maire de Koudougou et moi particulièrement, en fonction des relations que nous avons de gauche à droite, nous venons en charge de temps en temps au VDP pour leur fonctionnement. Je pense que depuis un certain temps, nous aussi, on n'avait plus la capacité financière de les accompagner. Nous avons été obligés d'inscrire un certain montant au niveau de nos budgets pour les supporter en carburant. Donc, je pense que même pour ce qui concerne l'année 2020, nous avons inscrit 1 million pour le fonctionnement de ces volontaires. 1 million? Oui. Mais c'est dérisoire peut-être? C'est dérisoire, mais en fonction de nos capacités financières, en fonction de nos budgets. Alors, est-ce que vous avez entamé les démarches auprès de l'État pour comprendre? Parce que les volontaires sont sous la responsabilité du ministère de la Défense. Et aujourd'hui, ce que vous dites, l'opinion peut-être n'est même pas au courant, qu'ils ne sont pas pris en charge alors qu'ils se battent au quotidien pour la sécurité des populations locales. Tout à fait. Nous avons touché là où nous devons toucher, jusqu'au plus haut. Je pense que il y a eu un moment, nous avons rencontré le président du FASO, où nous avons abordé beaucoup de sujets. Nous avons abordé le sujet sur les élections. Nous avons abordé le sujet sur les volontaires, parce que ça nous tenait à cœur. Nous avons abordé le sujet sur les difficultés que rencontrent les déplacés au niveau des différentes régions. Voilà, ce jour, il y avait le maire de Pobé, il y avait celui de Koudougou, il y avait celui de Kelbo, il y avait moi-même, et plus une personne ressource, Alain Kouefé, peut-être que vous connaissez très bien. Voilà, nous avons posé le problème au niveau, chez le chef de l'État pour lui dire que vraiment jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à comprendre par rapport à la prise en charge des volontaires, parce que voilà ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Nous avons pris des renseignements de gauche à droite pour savoir est-ce que c'est uniquement Arbinda qui ne reçoit pas quelque chose. En son temps, moi, j'avais pris des renseignements au niveau de Kelbo. Les volontaires de Kelbo m'ont dit qu'ils reçoivent de temps en temps. Voilà. Donc ça m'a amené quand même à poser la question pourquoi au niveau d'Arbinda, du moment qu'on a eu l'initiative de le faire avant même cette histoire. Voilà. Est-ce que les volontaires se plaignent auprès de vous parce que finalement les autres gagnent quelque chose et ils ne perçoivent rien? Les autres, c'est qui? Vous avez parlé de Kelbo par exemple, où ils reçoivent un peu, mais à Arbinda, on ne reçoit absolument rien. Mais ils se plaignent. Oui. Ils se plaignent. Voilà, parce que même si c'est pour la sécurité de sa propre population, mais on a besoin de quoi être accompagné. Parce que même les engins sur lesquels ils sont, c'est leurs propres engins. Ah oui? Oui, ce n'est pas les engins de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas des engins offerts par qui que ce soit. Et qui les a armés finalement? Je ne sais pas si je peux répondre à cette question parce qu'ils sont équipés. Je vous avais dit que nous avons formé des gens ici qui sont répartis, voilà, qui travaillent main dans la main avec la gendarmerie et les militaires qui sont sur place. Mais les armes qu'ils détiennent, vous ne savez pas d'où ça vient? Si je dis je ne sais pas d'où ça vient, j'ai trop menti. Voilà, parce que je pense bien que
ils ont été équipés par nos armées, par nos FDS. Mais en tout cas, votre préoccupation majeure, c'est qu'on puisse payer les volontaires pour la défense de la patrie de Arbinda. Tout à fait. Ça, je pense que s'il n'y avait pas le décret qui disait voilà ce qu'ils devaient recevoir, on n'allait pas se plaindre. Voilà, du moment qu'il y a un document officiel qui est sorti pour dire que bon, ils ont un fonctionnement et s'il y a des blessés, ils doivent être pris en charge. Et s'il y a des décès, on doit regarder les ayants droit. C'est normal que nous demandons à ce que ça soit appliqué et qu'eux aussi ils rentrent en position de quelque chose, même si nous les accompagnons. Voilà. S'il n'y a pas ce décret, il ne coûtait pas quelque chose de dire voilà ceci, cela. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu des blessés au niveau des VDP de Arbinda? Si, il y a eu des blessés. Il y a eu des blessés. Il y a eu des blessés qui ont été transférés même au camp Samgoulé, ou bien c'est au camp de l'unité. Oui, c'est le camp Sangoulé, oui. C'était le camp de l'unité, c'est devenu camp La Misana. Voilà. Il y a eu des VDP qui ont été hospitalisés là-bas. Voilà. Il y a eu des blessés. À chaque fois que ce soit des FDS qui sont blessés ou qui sont tombés sur le terrain, ou que ce soit des volontaires, s'ils sont transférés au camp de l'unité, parce que pour tout ce qui est des FDS, ils sont transférés au camp de l'unité pour les soins. Camp La Misana. Camp La Misana. Voilà, nous partons les rendre visite. Donc, il y a eu certains volontaires qui ont été effectivement hospitalisés là-bas. Alors, l'interpellation donc est adressée au ministère de la Défense qui nous regarde actuellement. Hein. Il faut que le ministre de la Défense prenne les dispositions dans ce sens. Alors, ce que je voulais savoir avec vous, est-ce que vous avez un peu des appréhensions sur l'engagement même des volontaires, si la situation perdure dans la précarité aujourd'hui à Arbinda? Bon, ils ne sont pas prêts pour... parce que c'est ce que j'ai dit, c'est pas une... dès le début, nous avons été clairs avec eux. Voilà. Parce que ce n'est pas un événement qui va s'arrêter tout de suite. Cette guerre qui a commencé, nous ne savons pas combien de temps ça va prendre. Si nous disons que c'est pour 2 ans, 3 ans, c'est du faux. Voilà. Parce que dans tout le monde, ça se passe. Et nous voyons le temps que ça prend. Mais pour permettre, sécuriser sa propre population, parce que nous sommes obligés d'assumer. Voilà, parce que les FDS seuls, au niveau, si vous prenez au niveau national, si vous prenez tous les FDS confondus, est-ce qu'ils dépassent 36 000 par rapport au maillage du territoire? Ça serait très difficile de mettre des militaires ou des gendarmes ou des policiers partout. Ça serait très difficile, c'est impossible même. Donc, nous, notre objectif, quand on était en train d'organiser cette dynamique-là, ce n'était pas de sécuriser uniquement le centre d'Arbinda. C'est pour permettre, parce que la manière dont ça s'est passé, si vous prenez les volontaires d'Arbinda, de la commune, je parle de la commune parce que ce n'est pas uniquement le centre d'Arbinda, c'est des jeunes de presque tous les villages qui sont d'Arbinda. Donc l'objectif c'était de permettre aux villages de répartir. Aux déplacés internes de repartir. De répartir et d'avoir une sécurité locale. C'était l'objectif. Donc, que ce soit eux, que ce soit nous, nous ne pensons pas que c'était juste pour un bout de temps. Parce que le temps que les déplacés répartent, voilà que nous sommes jusqu'à présent, les déplacés internes ne sont pas répartis. Mais quand ils vont répartir aussi, il faudrait que ces volontaires puissent, avec la complicité des FDS, puissent sécuriser les villages à un certain moment pour que nous disions que la paix est revenue. Voilà, là, en ce temps, nous saurons exactement comment ça va se terminer. C'est la transition toute trouvée pour parler des déplacés internes de Arbinda. Vous en avez combien aujourd'hui de recensés dans votre commune? Dans notre commune, pour ce qui concerne les déplacés internes, parce que chez nous, les déplacés internes, c'est quoi? C'est la population des villages relevant de la commune qui sont dans le chef-lieu de la commune qui est Arbinda. Donc, ça veut dire que quand on attaque un village systématiquement, ceux qui ont survécu viennent vers le centre de Arbinda. Voilà. Donc, je pense qu'à la date du 6 décembre, nous avons dénombré près de 48 000, si j'ai bonne mémoire, 48 804 personnes. C'est énorme, parce que Arbinda seul même ne valait pas ce monde-là. Arbinda, la population haute est tournée autour de 20 000 et quelques. Donc la population a triplé à Arbinda aujourd'hui. Nous sommes autour de 60 000, si j'ai... Alors comment les populations sont nourries finalement? La question que l'on se pose, les déplacés, comment ils sont pris en charge? Par eux-mêmes d'abord. Il y a aussi les organisations humanitaires. Je pense qu'au niveau de notre commune, nous avons eu la chance que quand les événements douloureux ont commencé, honnêtement,
tous les projets étaient là, les organisations humanitaires. Il y avait le consortium Oxfam, il y avait le PAM, il y avait la CONASUR. Donc, vraiment, toutes les organisations humanitaires étaient là pour nous accompagner afin de relever un peu, de faire face à ce problème-là. Mais malheureusement, on a l'impression que ce qu'on donne aux populations, ça ne suffit pas. Les déplacés internes ne sont pas suffisamment bien nourris. Ah, tout à fait. Ça ne suffit pas. Parce que si vous calculez un peu comment ça se passe, on dit que pour un ménage, il faut tant de nombre de kilos, alors que d'habitude, c'est des gens qui ont leurs habitudes alimentaires. Voilà, pour s'adapter, ça va causer des problèmes. Ça, c'est un. Et de deux aussi, les organisations humanitaires, il y a une mauvaise coordination, de telle sorte, à tel enseigne que lorsqu'il y a des distributions, il y a certaines personnes qui en bénéficient. Par contre, il y a d'autres qui n'en bénéficient même pas, des mêmes déplacés. Et comment vous expliquez ça? C'est ça, j'ai dit, c'est une mauvaise... Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un problème de recensement des déplacés internes, ou bien c'est un problème même d'organisation interne à ceux qui viennent en aide à ces populations qui sont dans le dur aujourd'hui? Il y a les deux. Il y a un problème de recensement. La commune aurait dû être associée en principe, non? Au début, nous avons commencé le recensement, avant même que l'action sociale n'arrive. Nous avons commencé le recensement. Je pense que jusqu'à un certain niveau, il y a eu une délégation qui est venue de l'action sociale, qui est venue nous trouver en train de faire le recensement. Et effectivement, la main dans la main, parce que nous n'avons pas les outils nécessaires pour faire le recensement. Donc, ils sont venus avec les outils, nous avons travaillé ensemble par rapport à ça. Donc, au début, effectivement, c'était difficile. C'était difficile parce que les déplacés, nous ne maîtrisons pas. Il y a des gens qui viennent aujourd'hui. Demain, il y a tout un village qui arrive encore. Ou après, demain, il y a 3 ou 4 villages qui arrivent. Et en même temps, il y a d'autres qui sortent. Voilà. Il y a des villages qui arrivent, il y a des populations qui arrivent massivement dans le chef-lieu de la commune. Et lorsqu'il y a des convois pour partir, il y a d'autres qui sortent. Donc, c'était très difficile d'avoir une idée des personnes qu'il faut prendre en charge. Ça, c'est bien. Et de deux, je disais, il y avait une mauvaise coordination des organisations humanitaires. Parce que quand les organisations humanitaires arrivent, si tu prends le consortium Oxfam ou bien tu prends le PAM, ils ont leur manière, leur procédé d'identifier les ménages, ils ont leur manière de distribuer. Et lorsque le CONASUR arrive aussi avec les vivres, ils ont leur procédure. Ça fait que l'un dans l'autre, c'est un peu difficile. On se rend compte qu'il y a eu assez de vivres qui sont venus, mais en même temps, il y a des déplacés qui n'arrivent pas à avoir ces vivres. Est-ce que vous les avez interpellés sur la manière de faire en tant que premier responsable de la commune? Il y a eu un moment, moi j'ai interpellé le PAM. Voilà, parce que quand le PAM est venu avec ses outils de travail, avec leur manière d'identifier les personnes qui doivent bénéficier, moi je pense que j'ai appelé le PAM et puis je les ai dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Si vous êtes venus pour nous accompagner, je pense qu'il faudrait tenir compte de notre vécu. Notre vécu, c'est quoi? C'est des personnes, une population qui a quitté ailleurs, des villages, qui se retrouvent aujourd'hui dans le chef-lieu de la commune. Ce n'est pas des sites. Nous avons refusé que nous fassions des sites. Nous avons préféré voir la population haute. Comme je l'avais dit auparavant, si vous prenez la commune d'Arbinda, c'est une famille. Donc, la population du chef-lieu de la commune a accepté héberger les uns et les autres. Ah, donc vous n'avez pas de camp de déplacés internes à Arbinda. Donc, les gens ont intégré, en fait, si on vous comprend parfaitement, les populations. Et du coup, ça devient difficile quand même de savoir qui est déplacé, qui ne l'est pas. Oui, c'est facile de savoir parce qu'on vivait sans cette histoire. Alors, quand on vous écoute, monsieur le maire, on a l'impression que ce qu'on donne aux populations, elles viennent se plaindre vers vous parce que finalement, ce qu'on leur donne, c'est insuffisant. On ne connaît pas la taille des familles, des ménages et du coup, ça force même le jeu de distribution à la base. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit d'abord, il y a eu un problème de recensement. Et il y a toujours le problème de recensement. Jusqu'à l'heure où on se parle. Jusqu'à l'heure où on se parle. Parce que les chiffres que nous avons, ce n'est pas les mêmes chiffres que l'action sociale a. Jusqu'à aujourd'hui, là où je vous parle. Il y a eu un moment où nous sommes partis au ministère de l'action sociale. Mais les chiffres que l'action sociale avait comme recensement et les chiffres que nous avons, il y a un grand écart. Même actuellement, les chiffres que je vous ai donnés, si nous partons sur la base de l'action sociale, vous n'allez pas trouver ces chiffres. Vous allez trouver des chiffres inférieurs à ça.
Donc, tous ceux qui n'ont pas été recensés sur leur procédure ne sont pas considérés comme des déplacés, alors que c'est des gens qui ont quitté leur village venir. Mais bien avant ça, la population haute qui était là, nous connaissons la population haute, le nombre de la population haute, qui c'est qui, c'est qui, c'est qui. Donc, quand j'ai interpellé le PAM, j'ai fait savoir au PAM que la population qui s'est déplacée est venue loger chez quelqu'un. D'abord, cette personne a accepté loger la personne déplacée. Elle a accepté nourrir la personne déplacée. Elle a accepté faire laver la personne déplacée. Mais on ne peut pas faire la distribution juste pour les déplacer. Il faut tenir compte de la personne haute. Sinon, vous allez créer des problèmes. Donc, vous voulez qu'on nourrisse finalement toute la population d'Arbinda? Non, pas nourrir toute la population. Mais quand on regarde... Attends, Ismaël, oui. Ismaël, moi, je quitte chez moi parce que j'ai été chassé. Je viens loger chez toi. À un certain moment, il y a un accompagnement pour moi. Si je gagne cet accompagnement, alors qu'auparavant, j'avais bu ton café, j'avais pris ton pain, j'avais mangé ton repas de midi et du soir. Et il y a M. X qui arrive, il dit, bon, écoute, M. Orem, le fait que tu as quitté chez toi, tu es chez Ismaël, on va te donner un sac de riz. Sans penser que, avant que X arrive pour m'accompagner, c'est toi qui m'accompagnais. Et ce n'est pas une action quotidienne. C'est quelqu'un qui est là, il ne sait pas quand est-ce qu'il va repartir. Voilà. Donc, en même temps que nous voulons accompagner les déplacés, nous n'avons pas dit de prendre en charge totalement les personnes hautes, mais n'oublions pas de les accompagner. C'est ce que nous voulons dire. Donc, c'est ce que j'ai dit au PAM. Le PAM a trouvé que c'est juste. Et ils sont revenus sur ça. Mais, donc, votre plaidoyer a porté fruit. Mais est-ce qu'au niveau du ministère de l'Action sociale également, on vous a donné raison? Par rapport à cette proposition que vous avez formulée sur l'accompagnement des familles d'accueil? Si, ils nous ont donné raison parce qu'il y a eu une distribution où toute la population qui était à Arbinda en a bénéficié. Alors, que disent finalement ces déplacés internes? Est-ce qu'ils sont impatients de repartir d'où ils viennent? Très impatients. Il n'y a pas plus de... Dans la semaine, les déplacés qui sont à Foubé m'ont appelé, disent qu'ils en ont marre de rester à Foubé et qu'ils veulent repartir chez eux. Kaya, c'est pareil. Les populations déplacées internes qui sont à Arbinda Centre, c'est-à-dire les villages qui se sont déplacés, qui sont à Arbinda Centre, je ne peux pas faire 2 ou 3 jours sans qu'on me dise quand est-ce que nous allons pouvoir repartir. Parce que les gens en ont marre. Les gens, au début, si vous vous rappelez, avec Omega, j'avais dit que l'aide, c'est bien. Mais faciliter au retour des déplacés, c'est mieux. Parce que cette aide humanitaire-là, on ne peut pas continuer. Et ça, c'est limite. Et je pense qu'aujourd'hui, partout où il y a les déplacés, nous avons vu les limites. Parce qu'il y a plus de colère que ce que nous pensons. Donc aujourd'hui, les populations déplacées, honnêtement, veulent rentrer chez eux. Maintenant, c'est à nous de voir, est-ce que c'est le moment de rentrer? Est-ce qu'il faut patienter? C'est à nous de voir. C'est la grosse interrogation. Alors, ça nous permet naturellement de revenir sur un aspect très important. Est-ce que les villages aujourd'hui sont suffisamment accessibles? Parce qu'on a l'impression qu'il y a eu un petit blocus qui ne dit pas son nom autour de Arbinda. On ne peut pas rentrer à Arbinda par toutes les voies aujourd'hui. Vous l'avez vous-même dit à un moment donné, à part un axe où il y a des cortèges sécurisés, on ne peut pas aller à Arbinda comme on veut aujourd'hui. Si les gens veulent repartir, comment ils vont y procéder? C'est la question que l'on se pose. Bon, d'abord, il faut une organisation. Je pense que, comme vous l'avez dit, entre-temps, aujourd'hui, nous sommes en train de dire que la paix, il y a la paix. Moi, je ne dirais pas que la paix est revenue. Il y a l'accalmie. Il y a moins d'attaques qu'avant, quand même. Il y a l'accalmie. Oui. Il y a moins d'assassinats. Parce que nous, même entre le 19 et le 21, il y a des villages qui ont tenté de repartir. Si je prends le village de Djika, mais nous avons perdu 4 personnes. Le village a été attaqué. Les quelques populations, les quelques personnes qui sont revenues à Djika ont été attaquées entre le 19 et le 20. Il y a eu 4 à 6 personnes qui ont perdu la vie, qui ont été assassinées. Donc, moi, je ne dirais pas que la paix est revenue, mais il y a l'accalmie. Parce que la paix est revenue et que nous ne pouvons pas sortir. Ceux qui sont à Arbinda, il n'y a pas une seule personne en dehors des FDS ou des volontaires qui peut faire plus de 5 km. À moins que ce ne soit peut-être des femmes qui partent à plus de 5 km, à moins de 5 km, pour aller chercher du bois de chauffe.
Sur ça, vous pouvez dire que la paix est revenue. Il y a des villages qui sont à une dizaine de kilomètres d'Arbinda. Ces populations, jusqu'à présent, ne peuvent pas retourner. Et si nous devons aller à Dori, parce que Arbinda est totalement enclavé aujourd'hui, l'axe Arbinda-Djibo est inaccessible depuis 2017. Pourquoi? Personne ne prend l'axe. Parce que Donc c'est une zone totalement infestée. C'est une zone totalement infestée. Voilà. Donc nous, la seule voie que nous avons, c'est l'axe Arbinda-Dori. Et l'axe Arbinda-Dori aussi, Ismaël, vous n'allez pas prendre une moto ou un véhicule seul pour emprunter, pour quitter Arbinda, venir Dori. Il faut forcément suivre un cortège. Ça fait combien de kilomètres déjà? Ça fait 100 kilomètres. Alors, donc, dans ce sens-là, les gens peuvent dire que la paix est revenue. Je ne pense pas que la paix est revenue. Alors, la calmie est revenue. Donc vous plaidez par exemple pour qu'on puisse désenclaver Arbinda. Pourquoi ne pas bitumer peut-être Dori Arbinda? C'est ce que vous souhaitez de la part de l'État? Ça, je pense que c'est un projet qui est dans les coulisses. Parce que nous avons entendu parler de ça quelque part. Mais maintenant, c'est pour quand? C'est le point d'interrogation. Mais nous le souhaitons. Parce que le bitumage de ces voies permet de régler beaucoup de questions par rapport même aux mines. Voilà, par rapport aux mines. Les engins explosifs improvisés qui font énormément de victimes aujourd'hui. Énormément de victimes. Ouais. Il y a l'axe Dori-Arbinda, il y a l'axe Djibo-Arbinda. Ces voies, forcément, il faut les bitumer. Sans ça, nous serons toujours dans le même cercle. Djibo n'a même pas de bitume pour aller à Kongoussi, hein, n'oublions pas cet aspect-là aussi. C'est l'axe Djibo, Ouaga-Djibo, avec l'insécurité. On accuse l'insécurité pour le moment. Jusqu'à présent, le bitume n'est pas arrivé. Voilà. Mais nous espérons, avec la calmie, nous espérons qu'en 2021, le gouvernement va faire des efforts pour que ça arrive à Djibo. Insécurité, déplacés internes, vous l'avez dit. Malgré tout, quand même, vous avez tenté quelque chose que l'on pourrait saluer éventuellement, c'est la réouverture des classes dans la ville de Arbinda. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Oui, effectivement, cette initiative, c'est bien avec le haut-commissaire de la province du Soum qu'il faut saluer. Voilà. Nous avons mis en place un plan d'action depuis le dernier semestre de 2020 pour voir effectivement comment nous pouvons réouvrir les classes. Parce qu'au niveau d'Arbinda, nous avons les écoles classiques, près de 80 qui sont fermées. La ville de Arbinda? La commune d'Arbinda. 80 écoles fermées? 80 écoles. Pour combien d'enfants environ qui sont sans scolarité? Près de 7600 au niveau du primaire. Et ces enfants sont là, aucune activité de formation, rien du tout? Bon, dispersés de gauche à droite. Parce que toute cette population n'est pas à Arbinda. C'est ce qu'il faut reconnaître aussi. Donc Arbinda est le point de départ avec lequel vous comptez lancer. Voilà. Pour Arbinda, il y a combien d'écoles qui fonctionnent aujourd'hui avec cette rentrée scolaire-là? Avec cette rentrée scolaire, c'est ce que j'étais par rapport à votre question. Avec le haut-commissaire, nous avons mis en place un plan d'action que au dernier semestre du mois de décembre, nous sommes allés chez le ministre de l'Éducation, voilà, plaider pour que nous puissions réouvrir les classes. Ça prend du temps parce que compte tenu de l'insécurité, il faut prendre toutes les mesures nécessaires parce que nous ne sommes pas les seuls, il faut impliquer la sécurité. Il faut voir aussi les enseignants. Est-ce qu'ils sont prêts pour revenir? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le SOS comme au niveau de la santé. Les enfants d'Arbinda qui sont enseignants, qui ont la volonté de nous permettre ou de permettre aux élèves de reprendre les classes. Donc, j'ai eu un écho favorable. Il y a eu près d'une dizaine d'enseignants qui ont donné le OK, qui sont prêts pour revenir à Arbinda et réouvrir les classes. Je pense que c'est sur cette base que nous sommes partis d'abord. Parce qu'il faut avoir d'abord l'accord. Il ne sert à rien de dire nous voulons ouvrir alors que vous n'avez pas d'enseignants. Donc le fait que nous avons eu les enfants, les fils d'Arbinda qui sont prêts, parce qu'ils étaient enseignants là-bas. Ils n'ont pas été débauchés ailleurs pour servir. Ils se servaient là-bas avant l'histoire d'insécurité. Donc c'est à ces gens-là que nous avons demandé d'avoir la volonté de venir. Donc, effectivement, ils ont donné leur OK. Maintenant, suite à ça, nous avons fait les plaidoyers de gauche à droite. J'ai parlé du ministre auprès du ministère de l'Éducation qui a approuvé et qui a même demandé de revoir notre plan d'action pour qu'il puisse en tenir compte. Auprès de certains partenaires aussi, nous sommes allés faire le plaidoyer. Et je pense que nous sommes sur le bon chemin parce que quand j'ai quitté Arbinda, il y avait la classe de CM2 qui est en cours. Donc, je pense que la dernière fois que j'étais à Djibo aussi, parce que j'avais fait une correspondance au ACR pour avoir des tentes. Les écoles sont occupées par les déplacés. C'est un problème. Il faut avoir des tentes
pour le reloger ces déplacés. Parce que nous ne pouvons pas faire sortir les déplacés et les loger où? Pour permettre la continuité des écoles. Donc le premier objectif, c'est d'avoir des tentes, loger ces déplacés et permettre d'accéder aux classes. Donc nous avons fait une correspondance au niveau du ACR. Je pense que par principe, parce que jusqu'à présent nous ne l'avons pas reçu, par principe c'est OK. Mais par principe c'est OK. Nous voulons l'ouverture des classes tout de suite. Rapidement. Donc j'ai fait un autre plaidoyer auprès du DPNA où nous venons d'avoir 6 tentes que j'ai acheminées la semaine passée au niveau d'Arbinda. Donc ces 6 tentes-là, nous allons essayer de voir quelques classes, déloger les déplacés, les loger dans les tentes afin de permettre d'ouvrir quelques classes. Donc c'est le prochain défi pour la commune d'Arbinda. Faire en sorte que la plupart des enfants puissent reprendre le chemin de l'école. Alors Arbinda aussi, vous êtes plein parce que la démocratie chez vous, ce n'est plus la chose la mieux partagée. Les élections présidentielles et législatives du 22 novembre chez vous, apparemment Arbinda, tout le monde n'a pas voté. Apparemment, ce n'est pas Arbinda seul, c'est sur l'ensemble du Sahel. L'alerte avait été déjà donnée par la CENI, certaines communes dans lesquelles on ne pouvait pas voter. Oui, on ne pouvait pas voter, mais ça dit que si on ne pouvait pas voter, il ne fallait pas aussi... parce que ça a été mal organisé. Je ne conteste pas les élections. Ça s'est passé parce que c'est un défi qu'il fallait relever par rapport à la situation sécuritaire. Si on ne relève pas ce défi, on accusait permanemment l'insécurité. L'insécurité, c'est ramener un peu notre démocratie en arrière. Mais il fallait relever les défis. Mais en relevant les défis aussi, il ne faudrait pas saboter tout. Voilà. Parce que moi, j'ai dit que l'organisation des élections dans ces zones d'insécurité, c'est très mal fait. Je vous donne un exemple. Sur ce que je connais, la zone d'insécurité au niveau d'Arbinda et de la province du Soum. Arbinda fait 43 villages. Bien avant, il y a eu l'enrôlement. Les agents qui sont partis sur le terrain n'ont pas permis, parce qu'ils ont laissé entendre que les anciennes cartes de vote d'électeurs pouvaient servir à voter. Donc, il y a beaucoup de gens, des déplacés, comme je l'ai dit, n'ont pas pu voter, n'ont pas pu s'enrôler plutôt, parce qu'ils avaient leurs anciennes cartes. Le 19, quand nous, on était là-bas, parce que moi, j'étais là-bas bien avant ça, le 19 que nous avons reçu, pas une correspondance administrative, une liste de villages qui ne pouvaient pas voter si tu n'avais pas fait l'enrôlement, en dehors du village d'Arbinda. Parce que Arbinda, c'est un village comme les autres villages. Arbinda fait 43 villages. Les 42 villages n'ont pas pu voter si ce n'est pas une personne qui a eu à faire le recensement, l'enrôlement plutôt. Donc tous les 42 villages ont été exclus, les différents électeurs ont vu leur droit de vote refusé. Si vous prenez au niveau de Kelbo, ça s'est passé pareil. C'est uniquement le chef-lieu de Kelbo qui a pu voter. Les villages relevant de la commune qui étaient à l'intérieur de Kelbo n'ont pas voté. Si vous prenez Djibo, c'est pareil. Parce que si vous prenez Djibo, il y a la population de la commune de Baraboulé qui est là-bas, oui. Une partie de Diguel, une partie de Nassumbu, une partie de Tongmayel, une partie même d'Arbinda qui est là-bas. Mais tant que tu n'as pas eu à faire l'enrôlement, même si tu avais la carte, l'ancienne carte qui expire en 2021, tu n'as pas le droit de voter. Donc c'est juste les chefs-lieux. Pour eux, Mengo, c'est pareil. C'est juste les chefs-lieux, la population des chefs-lieux, si je peux dire la population haute, qui a eu à faire les votes. Et les gens se sont plaints auprès de vous apparemment parce qu'ils voulaient avoir également le même droit de vote que tout le monde. Tout à fait. Oui. Mais compte tenu de ce que nous vivons actuellement, nous avons calmé les choses. Compte tenu de ce que nous vivons actuellement, parce que nous sommes déjà frappés par quelque chose, par l'insécurité. Si nous mettons un peu de l'huile sur le feu, nous aggravons nos situations. Alors, les présidentielles... Sinon, même si on se plaignait au niveau de la Cour constitutionnelle, on allait avoir gain de cause. Mais qu'est-ce que ça allait effriter encore toujours entre nos adversaires politiques qui sont nos parents, nos frères. Si on se plaignait, la cohésion sociale, ça allait être aussi impacté d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous avez des inquiétudes pour les municipales finalement, au vu de ce que vous avez constaté? J'ai des grandes inquiétudes et ce n'est pas moi seul qui a des inquiétudes, parce que j'échange avec presque tous les maires qui sont dans les zones d'insécurité. Et c'est le même problème. Ce que je viens de dire, ça s'est passé dans toutes les zones d'insécurité. Maintenant, la question que vous avez à poser, est-ce que j'ai des inquiétudes? Les inquiétudes sont fondées parce que les élections municipales ne peuvent pas se passer comme les élections présidentielles et législatives. Au niveau des législatives ou du présidentiel, la circonscription électorale, c'est provincial. Ça, il n'y a pas de problème. Mais au niveau municipal, la circonscription électorale,
c'est le village, les villages et les secteurs. Il faut des conseillers. Du moment que les villages ne sont pas accessibles, du moment qu'on ne peut pas accéder à la population, moi je ne sais pas comment les élections municipales vont s'organiser. Je pense que il ne faudrait pas faire pour plaire, mais il faut tenir compte de la situation. Tenir compte de la situation, je pense qu'aujourd'hui, notre objectif, notre défi à relever en 2021, c'est de permettre aux personnes déplacées de repartir. Et je pense que le retour aussi, il faut une synergie d'action entre les organisations humanitaires et les forces militaires pour permettre aux gens de s'installer. Parce qu'il faut permettre aux gens de s'installer avant de penser aux élections. Voilà au Mali, au Niger, il y a des zones d'insécurité, ils ont trouvé la solution. Ça fonctionne. Voilà qui est clair, on espère que votre message est entendu. Parallèlement, je vais profiter et dire que ce n'est pas une bonne chose, mais si la situation qui s'est passée à Arbinda avec le terrorisme, le côté positif pour moi, c'est tous les responsables, le gouvernement a connu Arbinda. Peut-être sans cette histoire, beaucoup de ministres n'allaient pas connaître Arbinda. Ça ne suffit pas, il faut continuer à venir à Arbinda. Il faut continuer à venir à Arbinda, continuer à aller dans les zones d'insécurité, continuer à sensibiliser les uns et les autres pour que nous puissions voir le bout du tunnel. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous, monsieur le maire. Merci, monsieur Ismaël. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, merci à tous et à chacun. Ainsi prend fin l'entretien de ce jour avec le maire de la commune de Arbinda. Très bonne suite de programme à tous et à toutes et à très vite sur nos antennes. Bonsoir chez vous.